Bonsoir à tous, c'est parti pour une nouvelle semaine d'information locale avec TV78. Bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres de ce lundi 4 février. Le grand débat national arrive à 50 ans en Yvelines. Hier, Trappes accueillait une réunion à l'initiative de la députée LREM Nadia Hay et en présence d'une invitée Agnès Buzyn. La ministre de la Santé est venue assister aux échanges et écouter les propositions des participants. Les lycéens de classe de terminale ont jusqu'au 14 mars pour saisir leurs vœux sur la plateforme Parcoursup et pourquoi pas continuer ses études dans l'agglomération saint-quentinoise entre université, école ou encore campus numérique. L'offre est riche sur le territoire, nous en parlons avec notre invité Philippe Guiguen. Et puis les cartons du Chêne Versailles en basket, de Versailles en rugby et la venue de Jérôme Le Banner à Villepreux, c'est à retenir dans l'actualité sportive du week-end. Tour d'horizon à la fin de ce journal. Et puis, autre invitée de cette édition, la psychanalyste Catherine Grangeard, co-auteure de La femme qui voit de l'autre côté du miroir. Elle sera en dédicace samedi prochain à la librairie Le Pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux. Elle se dit oubliée par le grand débat national. La banlieue parisienne aujourd'hui à la rencontre d'Emmanuel Macron, présent à Évry-Courcouronnes en Essonne. Le président de la République a échangé avec 300 personnes, élus franciliens, mais aussi des acteurs associatifs et des citoyens impliqués dans la politique de la ville. Dans la salle, des maires des Yvelines, comme celle de Chanteloup-les-Vignes. Catherine Arnoux, vice-présidente également du conseil départemental. Le maire de Morpas, aussi Grégory Garestier, a participé à ce rendez-vous. Le grand débat national qui a donc débuté à Saint-Quentin en Yvelines à l'initiative de la députée Nadia Hay. Une première réunion était organisée à Trappes. La ministre de la Santé Agnès Buzyn a aussi fait le déplacement. Des échanges animés par les citoyens autour de plusieurs thématiques. Le reportage de Nicolas Dandry et de Manon Varaldo. C'est l'une des réponses du gouvernement à la crise des Gilets jaunes, engager le grand débat national. La mise en place d'une grande concertation de terrain a commencé à Trappes. Derrière cette initiative, la députée Nadia Hay. Ce que j'attends en fait de cette journée, c'est que la parole soit vraiment la plus libre possible, que personne ne s'auto-censure. Un débat sous forme de petites tables rondes par thématique avec à chaque pôle un rapporteur général. Pouvoir d'achat, fiscalité, les discussions étaient bien nourries. Si l'État mettait le doigt sur cette fiscalité, l'exil fiscal qui nous coûte 80 milliards par an, je pense que la France irait beaucoup mieux. Les représentants des associations de Trappes ont également soumis leurs idées. On voudrait que l'État reprenne la gestion des bailleurs, c'est-à-dire en profondeur, c'est-à-dire de ce qu'ils font de l'argent. Les participants ne venaient pas tous de Trappes, à l'image de cet habitant militant pour une meilleure fiscalité. Et avant de faire une réforme fiscale, il faut commencer par produire des richesses. Moi, l'exemple que j'ai pris, ils vont distribuer les pommes, il faut d'abord produire les pommes. Certains citoyens en ont profité pour interpeller la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Souvent, on a un traitement par exemple pour 4 jours ou 5 jours et on nous donne une boîte qui va durer le traitement sur 60 jours. Sur les traitements en cours, on est en train de travailler sur la dispensation pilule par pilule. Les élus locaux étaient également présents pour ce grand débat. Il y a des décisions de fond à prendre dans la solidarité, l'égalité, un certain nombre d'éléments administratifs qui sont superflus. On peut moderniser la France et elle en est capable. Elle en a besoin. 2 heures d'échange qui ont permis aux élus, députés et à la ministre de se rendre compte de la situation sur le terrain. Entre tout ce qui est fait au niveau d'un gouvernement et la façon dont ça se concrétise dans le quotidien des gens, eh bien, il y a un énorme écart. C'est peut-être la leçon qu'on va tirer, c'est qu'on doit se parler plus fréquemment en direct. Tous les citoyens attendent à présent la fin de ce grand débat national pour voir sa finalité et les décisions politiques qui seront prises. Et toujours en politique, prochain scrutin en vue, celui des européennes le 26 mai prochain. Le Versaillais François-Xavier Bellamy conduira la liste Les Républicains, un choix qui ne séduit pas à droite en raison des positions anti-mariage pour tous et surtout anti-IVG du professeur de philosophie. Des cadres du parti comme les Yvelinois Valérie Pécresse et Gérard Larcher ont exprimé leurs réserves. La présidente de la région, ancienne proche de Simone Veil, et le président du Sénat étaient présents au vœu de 50 ans en Yvelines, interrogés par Wilfried Richy et Patrick Jacques de Dixmude. C'est une personne de grande valeur et pour lequel j'ai beaucoup d'estime et d'amitié. Mais ses positions sur un certain nombre de sujets de société ne sont pas les miennes. Et je ne veux pas qu'on pense que les positions sur les sujets de société de François-Xavier Bellamy sont celles
de la droite française. Je ne veux pas que les sujets de société viennent polluer notre campagne européenne. En tous les cas, nous attendons la suite de la liste. Donc clairement, je soutiendrai et accompagnerai cette liste. Mais il est vrai que ce choix-là n'était pas mon choix. Mais je suis dans une famille politique et je suis aux côtés de la famille politique. Et la liste complète du parti Les Républicains pour les européennes devrait être dévoilée dans les prochains jours. C'est un moment clé pour les jeunes en terminale. Ils n'ont plus qu'un mois, un peu plus d'un mois pour choisir ce qu'ils feront après le bac. Des vœux à saisir sur Parcoursup. Un choix souvent cornélien, mais des solutions multiples existent, en tout cas à Saint-Quentin en Yvelines. Bonsoir Philippe Guiguen. Bonsoir. Vous êtes conseiller communautaire de Saint-Quentin en Yvelines, délégué notamment aux affaires universitaires. Le territoire qui dispose d'une offre d'enseignement supérieur à la carte. Je vous propose tout de suite de regarder ce sujet d'Aurélie Ronze et on en discute juste après. 20 000 étudiants répartis sur 5 campus yvelinois. L'UVSQ propose plus de 200 formations diplômantes du DUT au doctorat. Elle apparaît dans plusieurs classements internationaux parmi les plus prestigieux, Shanghai ou encore celui du Times Higher Education. Saint-Quentin en Yvelines accueille également sur son territoire de nombreux établissements pour des formations plus spécialisées. La filière du transport est représentée avec l'ESTACA. L'école, basée à Montigny-le-Bretonneux, propose des formations d'ingénieurs en 5 ans après le bac. Là, on est dans l'une des phases clés de la vente d'une voiture, c'est la reprise. L'automobile a depuis la rentrée 2018 son propre campus à Guyancourt. 500 jeunes se forment dans le commerce, mais aussi la maintenance auto, moto et vélo. Pour celles et ceux qui souhaitent opter pour les métiers de bouche, le lycée d'hôtellerie et de tourisme est implanté à Guyancourt. À Plaisir, l'école Le Nôtre permet également de se former aux métiers de cuisine ou de pâtissier. Son spectacle, images, le premier campus audiovisuel européen se trouve à Saint-Quentin en Yvelines, plus précisément à Élancourt. Avec plus de 12 000 m² d'infrastructures, 3IS reçoit près de 900 étudiants chaque année. Enfin, devenir développeur web, community manager ou analyste en cybersécurité en quelques mois seulement. En 2018, l'agglomération a lancé son label École du numérique. 7 organismes labellisés proposent une quinzaine de formations. Objectif, répondre aux besoins des entreprises saint-quentinoises. Et avec moi sur ce plateau, Philippe Guiguen, conseiller communautaire de Saint-Quentin en Yvelines, délégué aux affaires universitaires. Alors la formation qui fait la une du dernier numéro de Skimag, le journal de l'agglomération, le but c'est quoi? C'est de dire à ces jeunes qui cherchent en ce moment peut-être une formation sur Parcoursup, c'est de dire regardez à Saint-Quentin en Yvelines, il y a une offre variée? Tout à fait. Comme l'a démontré votre sujet très bien fait, ce qui est important de savoir, c'est que sur notre territoire, autant notre territoire est dynamique au point de vue économique, nous avons exactement la même chose au point de vue de l'enseignement, de la formation, ainsi que la formation professionnelle. Nous avons à peu près sur le territoire 17 000 étudiants, 13 500 qui sont au titre de l'UVSQ, plus tout un nombre important de formations adjacentes, aussi bien des écoles d'ingénieurs que vous avez citées comme l'ESTACA qui est renommée, un lycée hôtelier, l'inauguration en 2018 du campus de l'automobile et de la mobilité qui a aujourd'hui 500 personnes en formation qui va monter jusqu'à 1000. Nous avons également lancé, comme c'est précisé, l'école du numérique avec près de 300 personnes qui vont être formées, mais ceci n'est qu'une première étape, puisque nous en sommes pour l'instant uniquement au niveau L, au niveau licence. On en dire un mot tout à l'heure. Il y a aussi 17 000 entreprises sur ce territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Ça veut dire quoi? Faire ses études à Saint-Quentin en Yvelines, ça peut multiplier les chances d'être embauché au sein de ces entreprises? Vous avez parfaitement résumé. Moi qui viens du monde de l'entreprise, on sait très bien que lorsqu'il y a un bassin d'emploi, s'il y a un bassin de formation qui est adapté à cet emploi, automatiquement ça multiplie les chances de déboucher au niveau des étudiants. Vous parliez de l'UVSQ, cette université Versailles-Saint-Quentin avec plus de 200 formations qui va être pleinement intégrée dans cette grande université Paris-Saclay. Ça, c'est une locomotive pour le territoire? Alors, c'est une locomotive pour le territoire, mais il faudra être très vigilant à ce que l'UVSQ tienne la totalité de sa place au niveau de Paris-Saclay, et ce, comme l'a rappelé notre président lors de la cérémonie des vœux, pas à l'horizon 2025, mais avant.
Vous évoquez aussi cet aspect mobilité qui est fort sur le territoire avec l'école d'ingénieurs de l'Estaca et également le tout récent campus des métiers et des services de l'automobile à Guyancourt. Ça, c'est aussi essentiel, ce côté mobilité, cette offre de formation mobilité. Tout à fait. De même que tout va évoluer dans les entreprises au travers du numérique, nous devons nous adapter en permanence. Toutes les formations doivent s'adapter et ceci en est l'exemple tout à fait valable. Et 4 organismes de formation sont présents sur ce campus de l'automobile. Un autre secteur, juste avant de regarder un autre sujet, c'est le secteur de l'audiovisuel. Ça nous concerne aussi à TV78 avec la présence à Elancourt de 3IS, l'Institut de l'image et du son. Il y a même un parcours jeux vidéo maintenant qui est proposé au sein de cette école. Tout à fait. Une école qui est le premier campus universitaire privé d'Europe, qui a une grande partie de ses étudiants sur Saint-Quentin, mais également une autre partie en province. Et parmi ces offres aussi, le CFI de Montigny-le-Bretonneux, ce centre de formation en alternance, se consacre à la domotique, le génie informatique et l'électronique robotique. Le site ouvrait ses portes ce week-end pour rencontrer ses futurs étudiants, Marilène Pichino et Mélanie Poquet. Donc on travaille avec le secteur public, les mairies, les conseils généraux, on en a pas mal, et aussi le secteur privé, les grandes entreprises. À l'école connectée au futur de l'industrie de Montigny-le-Bretonneux, la formation est en apprentissage. 1 mois et demi en école, 1 mois et demi en entreprise. Le CFI appartient à la Chambre des commerces et industries de Paris, donc cet organisme qui est d'État. Donc c'est des écoles publiques et gratuites. Toutes les entreprises sont référencées au niveau des chambres des commerces et industries. Donc de ce fait, on a 4 personnes dédiées qui ne font que ça, qui vont dans les entreprises. À partir du moment où les jeunes sont recrutés et admis, on met en place un parcours d'accompagnement. Donc ça va du CV, de la lettre de motivation, en allant jusqu'à l'entretien d'embauche. On leur donne en conclusion tous les outils et les méthodes nécessaires pour mener au mieux leur recherche de leur entreprise d'accueil. Le CFI forme des apprentis du bac pro jusqu'au master et propose des études en informatique, en électronique et en robotique. L'objectif derrière, ce serait d'intégrer une entreprise en rapport avec la formation, du coup dans la conception robotique. Moi après derrière, j'ai le projet aussi de faire ma propre micro-entreprise d'événementiel. Nos étudiants sont travaillés dans un projet qui est la rééducation des bras après les AVC. Dans la filière robotique, une 50aine d'étudiants travaillent sur la programmation, sur la conception. Ils intègrent le site en Bac+2 et Bac+3. On travaille soit sur la robotique, on parle de la robotique, c'est un sujet très vaste. Donc soit c'est la robotique industrielle, donc on parle plutôt robot-bras, soit on parle de la robotique d'assistance. Avec un autre établissement situé sur Orly, l'école connectée au futur de l'industrie accueille 800 étudiants. Alors Philippe Guiguen, on l'a vu, des formations post-bac à Saint-Quentin, mais aussi dans ce sujet, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des formations pour les plus jeunes en alternance avant le bac aussi. Tout à fait. L'objectif est de couvrir le panel complet de formation depuis le CAP jusqu'au niveau ingénieur. Et ce type de formation est nécessaire, notamment dans le numérique, mais également dans d'autres métiers, bien entendu. On forme au numérique aussi au métier de l'hôtellerie, de la restauration, ce lycée hôtelier qui est parmi l'un des meilleurs de France. Qui est parmi l'un des meilleurs de France, qui a un taux d'emploi à la sortie des formations quasiment à 100%. Donc c'est la preuve que l'excellence paye sur Saint-Quentin. Alors un dernier point sur le campus numérique que vous évoquiez tout à l'heure, ça a été lancé en 2017 sous le nom d'École du numérique à l'époque à Saint-Quentin en Yvelines. Aujourd'hui 13 formations du secteur qui sont pas forcément toutes référencées sur Parcoursup. C'est une autre possibilité, ça c'est le côté numérique aussi. Bien entendu, dans les années à venir, dans les 10 ans à venir, 80% de nos métiers vont être impactés par l'évolution du numérique. Il est donc très très important de s'adapter dès à présent au numérique. Et si on prend un autre exemple qui est aussi très très recherché sur notre secteur, c'est tout ce qui concerne la cybersécurité. Et alors 13 formations, est-ce que l'objectif c'est d'en proposer de nouvelles ? Tout à fait, l'objectif est d'en proposer de nouvelles. Nous en sommes au niveau licence jusqu'à présent et l'objectif est de passer jusqu'à une école d'ingénieurs. Et l'objectif donc du coup de continuer de développer cette offre de formation. Tout à fait. Merci à Philippe Guiguen d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes conseiller communautaire de Saint-Quentin en Yvelines et délégué aux affaires universitaires. Et pour retrouver toute cette offre de formation sur le territoire, rendez-vous sur le site de l'agglomération qui s'affiche en bas de l'écran.
L'actualité, en bref, une affaire qui s'éclaircit. L'ex-mari d'Isabelle Jaubert, tu as cerné la ville, a avoué le meurtre. L'homme arrêté vendredi a été déféré devant le parquet de Versailles. Il va être mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat le 24 janvier dernier. Cette professeure de sport de 48 ans mourait à coups de marteau et couteau. Ses parents, présents au moment des faits, ont été, eux, gravement blessés. Ils sont au cœur de la polémique, les LBD, ces lanceurs de balles de défense utilisés pour le maintien de l'ordre, notamment dans les manifestations des Gilets jaunes. Lui a subi un tir de LBD lors de l'acte 4 des Gilets jaunes à Paris le 8 décembre. Cet élan courtois de 48 ans porte plainte contre X pour violence volontaire. Il a été touché par une balle en caoutchouc à l'arrière du crâne alors qu'il faisait demi-tour face au CRS selon ses propos. 116 enquêtes ont été ouvertes par l'IGPN, la police des polices depuis le début du mouvement. Rappelons que le Conseil d'État a confirmé vendredi l'autorisation de l'usage de ces LBD lors de manifestations. Nouvelle invitée qui m'a rejoint en plateau, Catherine Grangeard, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes psychanalyste, vous êtes basée à Bennes et spécialiste de l'obésité et vous avez publié l'an passé aux éditions Erol, La femme qui voit de l'autre côté du miroir, coécrit avec la journaliste Daphné Leportois. Et vous serez d'ailleurs en dédicace samedi prochain à la librairie Le Pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux. Alors ce livre parle bien sûr de l'obésité mais sous une forme de roman. C'est l'histoire de Lucie, une jeune femme de 25 ans qui se voit comme grosse, elle a 30 kilos en trop et elle décide pour son anniversaire de s'offrir une chirurgie de l'obésité, mais rien ne va se passer comme prévu. Bien sûr, puisqu'on va tout de suite poser les cartes en lui disant mais vous n'êtes pas que grosse, dites-moi qui vous êtes, quelle personne vous êtes, quelle est votre histoire, et donc ainsi on va traiter la personne et pas des kilos, puisqu'il est toujours question d'une personne derrière le fait d'être mal dans sa peau. Elle attribue à ses kilos tous ses soucis, et c'est sûr. Donc nous, on va essayer de voir avec elle. C'est une fiction qui est appuyée sur une vingtaine d'années de pratique et qui veut montrer à ce grand public ce qu'il en est des problèmes des personnes en excès de poids, ce qu'il en est de la chirurgie de l'obésité, la grossophobie, de tout ça. C'est vraiment un roman très grand public qui pourtant donne des informations extrêmement sérieuses derrière un style léger. Alors justement, vous êtes l'auteur de 2 essais sur l'obésité. Pourquoi prendre le parti cette fois-ci de le faire sous forme de roman ? Pour atteindre un public qui aime les romans. Je ne vais pas demander au public de parler mon langage, mais en revanche, moi, je peux parler le langage de ceux à qui j'ai envie de m'adresser. Donc, un grand public, je fais de la vulgarisation, je suis psychanalyste, je veux montrer ce qu'il y a derrière le miroir, ce dont il s'agit en réalité, plutôt que de dire uniquement pour perdre des kilos qui vous pèsent, allez, mangez mieux et moins, et bougez plus. Ça, c'est tout à fait stupide, étant donné que le problème est ailleurs. D'accord. Et le problème est pourquoi et comment on se situe vis-à-vis de son corps, pourquoi et comment on est bien ou mal dans sa peau. Alors, il est expliqué aussi dans le roman tout le processus avant une chirurgie de l'obésité, notamment ce fameux protocole qu'il faut suivre et qui prévoit notamment la consultation d'une ou d'un psychologue. L'histoire de Lucie, finalement, c'est celle de femmes et d'hommes que vous avez pu croiser. Oui. Vous savez, en France, il y a eu 500 000 interventions chirurgicale de l'obésité depuis le début, depuis une vingtaine d'années. L'année dernière, 60 000. Il y a une prévalence supérieure des chirurgies à l'augmentation de l'obésité. Ça pose vraiment un gros problème. C'est quelque chose qui vous inquiète, oui, le fait que ça Totalement. Le rapport augmente. de l'IGAS de septembre dernier, 2018, disait qu'il y avait non seulement trop de chirurgies, mais surtout qu'elles étaient mal préparées et mal suivies. Et c'est cela qui pose problème. Il y a 40% d'échecs. Donc, lorsque quelqu'un va sur son corps modifier quelque chose, un organe en bonne santé, autant que ça serve à quelque chose. Sur ce parcours avant cette chirurgie de l'obésité, c'est un parcours qu'on dit pluridisciplinaire. Pourquoi il est nécessaire justement ? Indispensable, parce qu'une personne, c'est pas simplement une assiette, comment elle se nourrit, c'est pas simplement une psyché, pourquoi et comment elle fonctionne comme ça, c'est un tout, un mode de vie. Et les raisons pour lesquelles on peut trouver refuge dans la nourriture, les raisons pour lesquelles on peut avoir besoin de s'enrober pour se protéger, parce que parfois c'est aussi une bonne solution.
de ne pas être dans les critères du corps idéal tel que la société le définit et l'impose. Aujourd'hui, il y a un diktat de la minceur, oui. la perfection, oui. on le voit au travers de la minceur. On appelle perfection, vous savez bien ce qui va se passer dans quelques semaines. Il va falloir se préparer pour aller à la plage. Comme si ça suffisait pas pour aller à la plage d'avoir un corps et une plage. Non, il va falloir gommer tout ce qui peut déborder du bikini. Et c'est tout ça qui pose problème. Parce qu'on fabrique de l'obésité, on fabrique des complexes physiques. Et c'est à cause des complexes physiques que certaines personnes, femmes et hommes, vont penser qu'il est indispensable de faire des régimes qui fabriquent de l'excès de poids. Donc vous voyez, tout ce mécanisme est à reprendre, est à comprendre. Et alors moi, si je suis passée à la fiction, à quelque chose qui peut expliquer au plus grand nombre de personnes ce dont il est question en réalité, eh bien c'est parce que je souhaite que les informations des spécialistes puissent être données à ceux et à celles qui en ont besoin. Et c'est ça l'objet du passage à un roman coécrit avec une jeune journaliste, Daphné Le Portois, parce que pour passer au roman, arrêter de faire du discours comme des essais, c'est un peu compliqué. Et pourquoi prendre l'histoire d'une femme? Il y a plus de femmes aujourd'hui qui veulent recourir à cette chirurgie de l'obésité. Oui. Il y a plus de femmes parce que les hommes vont recourir plus tard pour des raisons de santé, les femmes plus tôt également pour des raisons d'esthétique. Vous voyez, il y a les dictates qui pèsent différemment sur les corps selon qui vous êtes, homme ou femme. Et du coup, l'objectif pour vous, c'est de changer les regards, peut-être changer la vision de la société sur cette thématique de l'obésité. Bien sûr, parce que la grossophobie, c'est quand même une peur de quelque chose qui pourrait nous arriver aux uns et aux autres. Et à cause de cette phobie, eh bien, il y a quelque chose qui est vécu comme un drame si vous prenez quelques kilos. Donc, en changeant le regard du grand public, eh bien, peut-être déjà ils vont regarder les gens moins méchamment, les personnes qui sont en excès de poids, les enfants qui sont en excès de poids, qui se prennent des colibets insupportables à l'école et qui leur donnent quoi? Envie de retrouver un bonbon, parce que le bonbon, c'est pas mauvais, quand on l'écoute, c'est bien que ça fait plaisir. Donc tout ça est très important, et c'est comme ça que les gens sont mal dans leur peau, et donc vont après se réfugier dans quelque chose qui est fait pour donner du plaisir. On l'a compris, donc changer les regards. Une dernière question sur les dédicaces. Alors vous serez en dédicace, je l'ai dit, à la librairie Le Pavé du Canal ce samedi à partir de 15h. C'est aussi important pour vous d'aller à la rencontre des lecteurs, de leur expliquer aussi la démarche? Les rencontres individuelles qu'offrent les dédicaces, les salons, parce que je suis aussi au Salon du Livre le 17 mars, et dans une autre librairie des Yvelines. Tout ça, on retrouve sur mon blog. Votre blog qui s'est affiché, qui s'affiche pas actuellement, mais qui a pu s'afficher pendant l'entretien. Oui. Voilà, en fait, de toute manière, il suffit de taper mon nom et retrouve des infos. C'était important, les échanges informels dans les dédicaces, dans les salons. Tout ça, c'est extrêmement important pour peut-être rassurer, pour redonner confiance à des personnes qui sont en très grave difficulté avec leur apparence physique. Merci Catherine Grangeard. Je vais prendre le livre pour le montrer à la caméra. Je rappelle que vous êtes la co-auteure de cet ouvrage, La femme qui voit de l'autre côté du miroir. C'est aux éditions Erol. Et je rappelle que vous serez en dédicace avec votre co-auteur Daphné Le Portois ce samedi à la librairie Le Pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux. Merci d'être passé sur ce plateau. Je vous remercie. Le sport dans les Yvelines, c'est tout de suite dans ce journal. Et c'est bien sûr Mickaël Elmidoro qui s'y colle comme chaque semaine. Bonsoir. Bonsoir Grégory. On commence ce tour d'horizon par du basket féminin. Une véritable démonstration. Ce dimanche 3 février, les filles du Chesnay-Versailles en blanc et bleu se sont largement imposées à domicile contre l'Union sportive La Glacerie. Le score est sans appel, 75-39. On appelle cela dans le jargon un score fleuve. Cette 13e victoire de la saison en National 3 a été acquise dès les premières minutes de la rencontre avec un 13-1 après 4 minutes de jeu seulement. On écoute les réactions. Ça, c'est les matchs qui sont difficiles à jouer parce que c'est une équipe qui est bas de tableau, clairement qui joue son maintien, donc elles ont rien à perdre, elles y vont avec les crocs, donc faut faire attention, faut pas les prendre de haut, faut tout de suite rentrer dans le match, être concentré. On a réussi à le faire, donc c'est bien. Je pense qu'on était sérieux, on était concentré et à la fin, l'écart ce qu'on a fait, je pense qu'on le mérite.
Cette victoire permet aux féminines du Chesnay-Versailles de conserver la première place du championnat. Le LCV 78 compte 3 points d'avance sur le duo Gravenchon-Angers après 14 journées, des résultats qui permettent d'envisager une montée en fin de saison. Et du rugby à présent, Mickaël, et là encore, un score fleuve. Alors je sais que vous aimez quand une équipe maîtrise parfaitement son sujet jusqu'au coup de sifflet final. Les rugbyman de Versailles ont réussi un vrai festival offensif dans le championnat honneur. Les Versaillais se sont imposés, vous le voyez à l'écran, ce n'est pas une erreur, 88-0 à domicile face à l'entente Gonesse-Goussainville avec 14 essais inscrits. La 12e victoire en 12 journées pour les joueurs de la Cité Royale qui sont toujours en tête du championnat et qui ne sont plus qu'à quelques points de la montée en Fédéral 3. Et on termine ce tour d'horizon par une visite de marque, une visite aussi de poids à Villepreux. Lui aussi aime donner des roustes. L'ancien kickboxer professionnel français et aujourd'hui acteur Jérôme Le Banner est venu donner pour la première fois un stage de pied-point à une quarantaine d'élèves au gymnase Alain Mimoun. Il est resté au total 3 heures sur place pour leur apprendre des techniques de combat. Ce sportif d'1m90 pour 120 kg de muscles, surnommé The Bulldog of Normandie, était au micro de notre journaliste d'1m60, Marilène Yapichino. Alors, comme ils sont habitués à une certaine technique qui se rapproche plus du karaté de la self-défense, moi c'est plus le côté, on va dire, eux ils savent par exemple avoir une mitraillette, et moi je veux avoir le bazooka. Donc c'est bien d'avoir deux armes en main. Il faut après que ça germe dans la tête du professeur, de répéter. En fait, chez nous, c'est un peu comme dans tous les sports, dans toutes les disciplines. Il faut répéter, reviser, répéter. Voilà. Dans un instant, nous recevrons dans le 7-8 Sport de TV78 l'équipe de Taijitsu de Villepreux qui a invité Jérôme Le Banner. Merci Mickaël. Et le 7-8 Sport, c'est bien sûr juste après ce journal. Le journal qui touche d'ailleurs à sa fin. L'édition est à revoir sur notre site internet et notre application mobile. Belle soirée avec TV78.